BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaim et sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier. Et puis c'est aujourd'hui notre bibliothécaire Frédéric Simotel qui nous parlera d'une nouvelle biographie de l'homme du futur, Elon Musk. Et tout de suite, on retrouve bien évidemment nos critiques avec à ma gauche Aude Martin. Bonjour Aude. Bonjour Emmanuel. Aude, journaliste à Alternatives économiques, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré aussi de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix. Jean-Marc, le nouveau livre de Pierre Gattaz, Enthousiasmez-vous. Exactement, oui. Donc c'est à la fois un livre de mémoire, de conseils, d'anecdotes. Il commence par en disant je suis né tel jour à telle heure à tel endroit. Il dit voilà, je vais vous raconter ma vie, mes enjeux, ce que j'ai retenu de ma vie et tout ça. Et donc il y a dans ce livre à la fois effectivement des anecdotes, il raconte comment il a fait son service militaire, il a croisé Serge Dassault qui l'a convaincu que effectivement l'entreprise était vraiment quelque chose d'important. Et il dit bien, Serge Dassault, il était polytechnicien, donc on peut considérer que pour réussir à la tête d'une grande entreprise, il faut avoir fait des études très poussées. Il dit, mais pas du tout, j'ai croisé aussi, je me suis lié avec des gens qui étaient des autodidactes. Donc être chef d'entreprise, c'est un état d'esprit et d'une certaine façon, indépendamment de mon origine familiale, c'est le fils d'Yvon Gattaz qui est le créateur de l'entreprise familiale et qui a été à la tête déjà du CNPF de l'époque. Donc il raconte ça. Ensuite, il raconte effectivement que pour lui, l'entreprise, c'est plus qu'un lieu de vie. C'est véritablement un projet. Enthousiasmez-vous, c'est son lieu d'enthousiasme. Et puis, à partir de là, il va considérer qu'un des problèmes de la France, c'est son rapport à l'entreprise. Donc, notamment, quand il était à la tête du MEDEF, il était en contact avec le gouvernement de l'époque Hollande. Il y a quelques portraits un peu croustillants de ministre de François Hollande. Certains s'en tirent pas mal. D'ailleurs, ils trouvent que Manuel Valls et Myriam El Khomri étaient plutôt à la hauteur. En revanche, Najat Vallaud-Belkacem, elle a bâillé en sa présence. Elle a sorti son téléphone pendant qu'il parlait et elle lui a tenu des propos qu'il considère comme totalement ineptes. Donc, il la descend en flèche. Et puis, il raconte aussi un peu des éléments personnels. Il y a un portrait assez attendrissant de sa mère, un peu admiratif de son père. Tout ça fait un ensemble qui est assez agréable à lire. Et ça se termine par 7 conseils. dont l'un est un conseil que je trouve être un cri du cœur, puisqu'il dit écarter les tordus, les arrogants et les prétentieux. Et je pense que c'est peut-être finalement le conseil de vie le plus pratique. Est-ce qu'on avait besoin de lui pour nous dire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez agréable d'arriver à cette conclusion après ce parcours dans cette vie qui a été assez riche et sur lequel on apprend beaucoup de choses. Alors nous avons convoqué évidemment pour commenter ce livre notre spécialiste de la famille Gattaz, Aude Martin, puisque à chaque fois que Aude vient, Christian choisit un bouquin. Jean-Marc. J'ai dit quoi? Christian. C'est le lapsus. Mais... Oui, Jean-Marc, à chaque fois, il choisit un bouquin, soit de Pierre Gattaz, soit d'Yvon Gattaz. Donc Aude, après avoir commenté le bouquin du père, que pensez-vous du bouquin du fils? Alors, je suis plutôt critique, moi, du livre. En fait, il y a quand même pas mal de contre-vérités économiques dedans, pas mal de propos que j'ai trouvé un peu déplacés sur différents sujets. J'en ai noté 2, simplement, j'en ai noté plein en lisant, mais simplement 2. Je cite, s'il peut perdurer encore un plafond de verre, il est surtout dans la tête des femmes, plus que dans les institutions ou les organisations qui accompagnent les entrepreneurs. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit très pertinent. Et par ailleurs, sur le volet climatique, je cite, dire que l'homme occidental est responsable de la dégradation de l'environnement est un formidable raccourci quand on pense à tous les bienfaits que le capitalisme a apportés. Ensuite, sur les sujets économiques... Vous n'êtes pas tardé là-dessus, Jean-Marc. Il y a pas mal de... évidemment, le mythe de l'entrepreneur est servi un peu à toutes les sauces. Ouais. L'entrepreneur génial qui s'est créé lui-même, etc., grâce à son seul mérite. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ça n'empêche pas quand même Pierre Gattaz de se réjouir à un moment donné que... Heureusement, en France, de nombreuses aides publiques existent pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Donc on voit qu'ils ne se sont pas complètement faits tout seuls non plus. Et d'ailleurs, il cite tout au long du livre un tas d'exemples de dirigeants ou de créateurs d'entreprises qui l'inspirent.
Et il y en a beaucoup quand même qui ont récupéré le business de l'entreprise familiale, donc ce qui n'est pas un problème en soi. Mais disons, quand il y a une mythification aussi forte de l'entrepreneur, du dirigeant, ça conduit parfois à oublier aussi le rôle de l'État derrière, qui est quand même pas négligeable. Et ceci étant, j'ai trouvé un intérêt au livre, c'est qu'il est assez complémentaire avec l'autre dont on va parler sur la compétitivité, puisque toutes les réflexions qu'a Pierre Gattaz montrent bien quelles peuvent être les conséquences concrètes du diktat un peu de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques, donc qui prône pour être compétitif la réduction de la fiscalité sur les entreprises, les riches, etc. Donc les deux livres sont assez complémentaires. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, vous allez enchaîner avec votre... On enchaîne directement. On la enchaîne transition est toute directement, donc trouvée. avec le livre de Benjamin Brice, ça s'appelle L'impasse de la compétitivité. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. J'avais oublié de citer l'éditeur du livre de Pierre Gattaz, c'est les éditions du Rocher. Benjamin Brice, qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps dans la librairie de l'Écho pour son premier livre. Que nous dit-il dans Eh L'impasse bien, de la alors, donc son compétitivité? premier livre, en effet, était sur la sobriété. Là, il nous parle de compétitivité. Donc, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à remettre en cause la prédominance de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques. Donc, le livre est assez équilibré, assez nuancé. Donc, évidemment, il ne nie pas du tout la nécessité pour un État de prendre en compte la contrainte extérieure, de ne pas raisonner comme si on était une île isolée. Et ce qu'il dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette contrainte extérieure, en particulier sur le plan économique, elle a pris une place trop importante. Et ça se fait au détriment d'autres considérations écologiques, sociales, géostratégiques, même de plus en plus, on le voit avec la guerre en Ukraine, etc. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait tout pour... toutes les politiques publiques sont dictées par un objectif, c'est d'essayer de gagner, ou du moins de ne pas perdre, des parts de marché par rapport aux autres pays. Ce qu'il disait déjà dans le livre précédent, c'était justement qu'effectivement, on était peut-être trop obsédé par la volonté de vendre toujours plus et d'exporter toujours C'est plus, ça. et qu'il faudrait peut-être penser aussi, pour desserrer cette contrainte extérieure, penser aussi à importer moins et à Voilà, consommer c'est moins. exactement, c'est la même chose Ouais. qui, en fait, à la fin, il a tout un volet solution, où lui, sa solution, effectivement, elle repose sur deux piliers, c'est réduire les importations, donc relocaliser, et partant de là, ce qu'il nous dit, c'est que, attention, ça risque de faire peut-être augmenter le prix d'un certain nombre de produits, donc en parallèle, c'est là qu'il rejoint le thème du premier livre, il faut s'engager dans une logique de sobriété, et du coup, finalement, ce qu'on perd d'une main, on le gagnerait de l'autre. Sachant que sobriété, il insiste évidemment, ça concerne en priorité les plus riches, parce qu'il y a une partie de la population à qui on ne peut pas demander décemment aujourd'hui des efforts de sobriété. Mais donc du coup, il reprend cette thématique-là, disant que le contexte international aujourd'hui rend d'autant plus nécessaire cette focalisation sur les importations, parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement en cas de crise parfois d'un certain nombre de produits de base. Donc il dit la compétitivité, c'est beaucoup exporter plus, il faut penser au volet importation, d'autant plus qu'avec le recul, il dit on voit que les politiques de compétitivité ne fonctionnent pas, notre déficit commercial continue de se creuser, le pays se désindustrialise, etc. Alors, Jean-Marc Daniel, spontanément, je me dis que dans ce livre, il y a a priori tout ce qui vous hérisse les poils un peu. Non, pas forcément, parce que ce qui me hérisse, c'est dès le début, il commence par dire la mondialisation n'a profité qu'aux riches. Je pense que le fait d'importer des produits du Bangladesh, ça profite surtout aux gens qui ont peu de pouvoir d'achat. Il dit voilà, on a perdu notre souveraineté monétaire. Je pense qu'il y a quand même un triangle de Mundell. On n'a pas de souveraineté monétaire quand on est obligé, à cause de son déficit extérieur, de dévaluer régulièrement. Donc il y a un certain nombre une sorte de lit de Procust intellectuel qui est assez convenu, auquel on retrouve d'ailleurs des choses convenues, parce que chez Gattaz aussi, il y a le discours sur la réindustrialisation, et donc ce discours assez convenu est à la fois, à mon avis, ridicule et totalement artificiel. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, et c'est là qu'il est un peu ambigu, c'est-à-dire, je suis assez d'accord sur le fait que l'obsession des exportations ne doit pas empêcher de regarder les importations. Et il dit bien à plusieurs reprises, le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est quand même une chose que je partage fondamentalement. Ouais. Mais ce qu'il ne voit pas quand même, c'est que la compétitivité, c'est aussi ces départs de marché, non seulement à l'exportation, mais aussi en intérieur. C'est-à-dire que effectivement, si réduire les importations, c'est être compétitif vis-à-vis de son propre marché. C'est expliqué en son temps Jacques Rueff en disant il n'y a pas de marché extérieur, il n'y a pas de marché intérieur, il y a un marché pour chaque entreprise. Et donc on ne pourra pas reconquérir son marché intérieur si on n'est pas compétitif. Alors il dit autrefois on faisait des dévaluations ou du protectionnisme, on ne peut pas le faire, donc on va faire de la sobriété.
Alors, il y a C'est une forme de dévaluation. C'est une forme de dévaluation interne. interne. On va prendre du pouvoir d'achat. On va dire aux gens, il y a des choses que vous n'allez plus acheter. Il dit bien, écoutez, c'est absurde d'acheter des produits, notamment sur le plan agricole. On va acheter des produits locaux et des produits de saison. On ne va pas acheter des cerises au mois de décembre. Bon, je veux dire, l'enjeu est quand même assez limité. Bon. Et il conclut avec l'avenir, c'est sobriété, réindustrialisation, amitié civique. Amitié civique étant une expression qu'on trouve chez Aristote, qui est une expression sur la façon dont fonctionne la cité grecque. Je dirais parole. C'est-à-dire que concrètement, le plus redoutable dans son livre, c'est quand même quand il analyse le programme de la NUPES, où il dit bien, ça n'a pas marché en 81. Si on repart dans une dépense, relance de la consommation, augmentation du pouvoir d'achat, on va être dans une situation encore plus grave qu'en 80 parce que notre commerce extérieur est encore plus déséquilibré qu'en 80. Donc il y a à la fois une forme de lucidité et il y a un carcan intellectuel qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa lucidité. Et donc il y a une espèce de livre à deux niveaux qui sont en opposition de phase l'un avec l'autre. Donc c'est un livre qui n'est pas inintéressant mais qui est agaçant par certains côtés. Merci beaucoup à tous les deux, Aude Martin, Jean-Marc Daniel. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Frédéric Simotel. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Frédéric Simotel, notre éditorialiste tech. Alors avec vous, on va se projeter dans le futur. Alors c'est le présent, mais c'est quand même pour parler de celui qui peut-être dessine le plus les contours de notre futur à tous, Elon Musk, avec une nouvelle biographie, Frédéric, dont c'est le tome 1. Alors, c'est ça ? Non, c'est moi qui dis que c'est le tome 1, parce que sa vie est tellement riche qu'on aura certainement un tome 2. Enfin déjà, il y a quand même 800 pages, là, quelque chose comme ça, mais bon, c'est intéressant. Donc c'est Walter Isaacson, c'est publié chez Fayard. Aux éditions Fayard, oui. Et alors n'attendez pas de grosses révélations, hein, parce que voilà, on raconte un peu sa vie, on se concentre vraiment sur Musk. Alors si vous suivez Elon Musk depuis un moment, vous allez dire je connais un peu tout, je suis presque au jour par jour, quand on a vu l'épisode Twitter. En fait, c'est quand même pas mal, parce que ça vous rappelle, comme Walter Isaacson l'a vraiment suivi au jour le jour pendant 2 ans, ce que nous on a vécu en tant que médias, journalistes, etc. Ben là, on le vit un peu de l'intérieur, donc c'est quand même pas mal de le voir. Puis alors, si vous connaissez pas bien Elon Musk, c'est un livre passionnant, hein. On vous raconte vraiment tout sur ce génie, inventeur, personnalité un peu fantasque, mais en même temps, il fait du business, hein, parce que il était sur PayPal, donc le paiement, la batterie électrique, puis ça s'est transformé en voiture électrique. L'espace, je ne fais pas de dessin. Il parlait de ses lanceurs réutilisables, tout le monde lui a rayonné. Aujourd'hui, la NASA lui en commande des milliards par an. On a les processeurs dans le cerveau, on a Twitter. Et voilà. Un point quand même important, Frédéric, c'est qu'il y a plusieurs biographies d'Elon Musk pour lesquelles les auteurs n'ont pas rencontré Elon Musk. Est-ce que lui, c'est pareil ou est-ce qu'il l'a rencontré ? Alors, Walter Isaacson, il l'a rencontré. Il l'a vraiment rencontré. Il l'a même suivi pendant 2 ans, à ce que je vous disais. Et non seulement il l'a rencontré, mais Elon Musk lui a donné accès à tous ses proches. Il a dit à tous ses proches, il y a un gars qui va vous appeler, racontez-lui tout ce que vous voulez, et moi j'aurais pas le droit, et racontez-lui vraiment tout ce que vous voulez, je relirai pas le livre de toute façon, donc allez-y. Et donc c'est ce qui est intéressant dans ce livre. Et d'ailleurs on raconte, tiens, je prends juste une anecdote, parce que vous connaissez aussi Jeff Bezos, autre milliardaire. Il se rencontre un jour, Elon Musk dit ce serait bien, tiens, je te fais visiter SpaceX, et puis au bout d'un moment Elon Musk dit à Jeff Bezos, dis donc c'était sympa, je t'ai fait visiter SpaceX, et toi tu me fais pas visiter ton truc Blue Origin. Alors l'autre l'invite, du coup ils se voient avec leurs épouses, et puis Elon Musk, alors là, lui, il ne laisse pas parler, il lui parle de tous les conseils, mais ça, tu le fais pas bien et tout ça, machin. Et donc, Jeff Bezos, ça l'agace un peu. Surtout que 2 jours après, il reçoit un petit message d'Elon Musk qui dit « Bon, merci pour la visite. Au fait, ma femme a sorti un bouquin. Est-ce que tu pourrais le mettre en avant sur Amazon Librairie? Parce que ce serait peut-être pas mal, un petit truc. Tu as vu, elle est sympa. Elle raconte des choses. » Voilà, on voit un truc un peu, un peu du quotidien. Donc, au final, on a un livre passionnant, hein, sans rire. Je vous le conseille vraiment. Ça se lit vite. En plus, vous pouvez lire 2 pages à la page 600, revenir en arrière, regarder juste les épisodes qui vous intéressent. Mais on se plonge quand même dans la personnalité. On voit quand même que c'est quelqu'un de pas très humain. On se demande s'il a ce décalage, parce que voilà, il vit dans une autre planète, donc il est un peu décalé par rapport à nous. On le disait Asperger, on le disait bipolaire. En 20 ans, il s'est fait une liste d'ennemis. On voit que son père était violent, était un gros baratineur, l'a jamais considéré, donc ça vient. Est-ce qu'il y a des amis ? Il a des amis, alors
Il a des amis, il a son frère. Mais alors le jour où son frère, qui a monté une chaîne de restaurants, fait faillite, il vient le voir, il dit oui, dis donc, tu peux m'aider en 2018. Hein. Donc Elon Musk, la fortune était faite. Et il envoie son directeur financier, Elon Musk. Il dit écoute, mon directeur financier a regardé le truc, il a dit ça n'avait pas la peine, hein. Vaut mieux laisser mourir ta boîte. Donc voilà. Des amis comme ça ou des frères comme ça. Voilà. Mais oui, il a quelques amis dans le monde du sport, dans le monde people, on en parle un peu, et dans le monde des affaires. C'est ce qui ressort moins un peu dans cet ouvrage, c'est ce que je regrette un peu pour les gens dans l'entreprise, c'est le côté management, parce que c'est quelqu'un qui a une forme de... Alors, un peu dingo son management, mais ce qu'il a, c'est il sait tirer le meilleur parti de ses collaborateurs, ses plus proches collaborateurs, le premier atout, et le jour où il en a plus besoin, hop, eh bien, on les éjecte comme un modeste ouvrier de l'usine et on passe au suivant. Donc voilà, si vous êtes fan ou que vous ne supportez ça pas vaut le coup. Je le conseille. Elon Musk, eh bien, lisez cette biographie de Walter Isaacson. Merci Frédéric. Allez, c'est parti tout de suite pour notre tour du monde hebdomadaire avec notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Bonjour. Allez, Benaouda Abdelhaim, on commence par la Libye, notre tour du monde hebdomadaire. Vieille rivalité et risque d'une nouvelle instabilité. Chacun a bien entendu à l'esprit l'immense malheur qui s'est abattu sur Derna, cette ville côtière du nord-est de la Libye, emportée par les eaux de 2 barrages de retenue qui ont cédé en amont. Il y a bien entendu une dimension climatique tout à fait essentielle, mais c'est aussi en grande partie une résultante de la décomposition de l'État libyen depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Et voici un panorama rédigé par un chercheur italien de l'Institut d'études de politique internationale à Milan. Federico Manfredi Firmian considère que le fragile équilibre des pouvoirs dans ce pays est une fois de plus menacé. Il détaille les échecs de différents pourparlers cet été entre hommes forts et factions antagonistes. Le 11 juillet, un ancien ministre des Finances a été enlevé à son arrivée à l'aéroport de Tripoli, ce qui a déclenché des manifestations autour de 2 des principaux champs pétroliers du 9e producteur de l'OPEP. Cette personnalité est libérée 5 jours plus tard. Un cas de figure très instructif. Les 2 champs en question sont sous le contrôle des forces du maréchal Khalifa Haftar qui tiennent l'est du pays. L'ex-ministre enlevé fait figure de candidat crédible à la présidence de la Banque centrale libyenne qui a été réunifiée après une dizaine d'années de partition. L'auteur explique que cette unité refaite a enfin pu s'opérer à l'issue d'un processus de 19 mois supervisé par le cabinet d'audit Deloitte, ce qui devrait fluidifier enfin la répartition des recettes pétrolières en devises entre l'organe public rivaux. Il y a une vingtaine de milliards d'euros à se répartir en 2022. Ce n'est pas pour autant qu'un tel compromis paraît susceptible de mener enfin à un véritable gouvernement d'unité nationale. Selon Federico Manfredi Firmian, les différents dirigeants libyens se disputent toujours le contrôle à la fois des institutions publiques et des trafics illicites. La fragmentation se traduit par la création de monopoles semi-stable, écrit-il, par secteur, encore aux dépens de l'intérêt général, celui des Libyens. Des menaces pèsent sur la compétitivité de l'économie tchèque, Benaouda. Oui, la République tchèque se trouve prise au piège du revenu intermédiaire, cette notion mise en avant par la Banque mondiale. Les économistes de la Chambre de commerce de Prague établissent ici un constat alarmant dans une analyse de la compétitivité de ce pays. Zdeněk Zajíček et ses collègues affirment que la République tchèque est arrivée au plus grand tournant de son histoire contemporaine. Elle a épuisé, d'après eux, l'ensemble de ses précédents facteurs de croissance. Les avantages concurrentiels ont été perdus, explique-t-il. Dans ces conditions, il deviendrait illusoire de rattraper le niveau des États les plus développés d'Europe. La conséquence pour les auteurs sera une stagnation à long terme de l'activité économique, un ralentissement de la progression aussi bien des salaires que du niveau de vie de la population. La majeure partie du processus de convergence vers la moyenne de l'Union européenne, explique-t-il, a eu lieu avant 2008-2009, c'est-à-dire avant la crise financière internationale. Ensuite, en comparaison avec la Pologne, la montée se révèle moins forte, assez nettement même. Le problème central soulevé ici, c'est une création faible de valeur ajoutée, la 24e parmi les 27 de l'Union européenne. Si l'on compare avec la référence dans l'industrie, l'Allemagne bien entendu, la valeur ajoutée par travailleur en République tchèque ne représente que 40%
de celle du travailleur allemand. Il s'agit donc de revoir de fond en comble les politiques publiques et privées d'investissement et d'innovation. Ces budgets restent en proportion inférieure à la moyenne de l'Union européenne, mais cela implique d'effectuer des arbitrages financiers, des sacrifices dans une situation où l'État tente d'assainir ses comptes, et cela n'ira donc pas sans de grandes remises en cause. Et on termine par les États-Unis, Benahouda, la vérité cachée sur les promotions. Alors, les économistes de l'Institut de recherche américain ADP sur le travail affirment que les salariés promus sont davantage susceptibles de quitter aussitôt leur emploi. Cette analyse va contre l'idée communément admise que faire monter quelqu'un dans la hiérarchie, ça l'attache à son entreprise. Eh bien non. Nella Richardson et ses 3 collègues ne donnent pas dans le même taux de développement personnel. Ils ont passé en revue, en tant qu'économistes, les données de ressources humaines de 1 200 000 personnes de grandes entreprises américaines entre 2019 et 2022. Analyse secteur par secteur. Et à partir de là, elle et ses co-auteurs ont élaboré un modèle statistique de probabilité de départ après une promotion initiale. Dans le mois qui suit, la part des démissionnaires est ainsi 11 points supérieure par rapport à l'hypothèse où vous restez à votre poste de travail sans évolution. Et dans les 6 mois qui viennent, l'écart de risque dans la perspective, bien entendu, de l'employeur, tend toutefois à se résorber. Ensuite, cela s'équilibre. Mais il y a une distinction à opérer entre les profils, et c'est là que c'est très instructif. Pour ce qui concerne les moins qualifiés, cette promotion leur octroie un surplus d'attractivité à l'extérieur. L'effet modélisé apparaît même très important. Ce qui n'est pas autant le cas pour les employés promus qui sont plus qualifiés. Au bout de 5-6 mois, la proportion de partants passe même au-dessous du seuil initial. L'explication possible, à en croire cette recherche américaine, c'est que l'attractivité extérieure de l'employé hautement qualifié et performant précède en réalité sa promotion interne. Dans les évaluations de ces économistes, une fois que la probabilité de départ reflue après une promotion, le promu s'avère plus productif, c'est quantifié. Mais le cas de figure demeure quand même une rareté parce que moins de 5%, 4,5 exactement, des travailleurs grimpent dans la hiérarchie dans les 2 ans qui suivent son embauche. Incroyable, c'est comme les produits qu'on vend plus cher pour qu'ils paraissent de meilleure qualité. C'est ce qu'on appelle l'effet snobisme, ça marche aussi sur le marché du travail. Merci beaucoup Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Aude Martin, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Alors ma dernière sélection, c'est un livre sur la société militaire privée russe Wagner, enquête au cœur du système Prigojine. Alors il a été, les 2 auteurs sont membres du collectif All Eyes on Wagner qui est spécialisé dans la recherche en sources ouvertes et qui traque tout l'empire d'Evgeny Prigojine depuis le début de la guerre en Ukraine et même avant pour certains membres à titre individuel. Donc on connaît la façade, disons, militaire maintenant de Wagner. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a derrière un empire économique assez tentaculaire avec plusieurs centaines de sociétés. À un moment, il parle de 600 sociétés et probablement encore d'autres dont on ignore l'existence. Et donc ça décrit très bien tout ça. Passionnant. Ça décrit également très bien le mode d'implantation de Wagner en Afrique avec un business économique, je dirais, sécurité contre matières premières. Et ce livre est très important parce que ce que disent les auteurs, c'est que Wagner ne va pas mourir avec son chef. Ils disent que c'est une marque maintenant qui est prête à être franchisée. Et donc c'est important de connaître bien la galaxie pour éviter notamment que des entreprises européennes ne se retrouvent sans le savoir à commercer avec certaines entités du groupe. Qui sont les auteurs ? Lou Osborne et Dimitri Zoufferei, pardon. Passionnant. Jean-Marc, votre dernier choix. Alors, nous sommes dans la saison où la découverte envoie des repères sur tout un tas de sujets. Bien sûr, fait par tous nos grands instituts. Voilà, alors on a eu l'occasion de parler du détournement, il n'y a pas d'autre mot, celui du CEPI par une banque de gauchistes absolument insupportable. Heureusement, l'OFCE a résisté à ça. Fidèle à la tradition, lui. Voilà, l'OFCE, c'est Éric Heyer qui a été le maître d'ouvrage de l'opération, qui a rassemblé les textes et tout ça, pour celui qui s'appelle l'économie française 2024. C'est le deuxième, l'OFCE fait celui aussi sur l'Europe, c'est Jérôme Kriel qui est le maître d'ouvrage. Mais donc là, c'est un livre où on retrouve la qualité traditionnelle de l'OFCE, la partie analyse conjoncturelle, puis quelques thématiques qui sont dans la macroéconomie française. Évidemment, c'est un incontournable de l'année. Merci Jean-Marc. Alors moi, écoutez, on reçoit en ce moment une flopée de livres sur l'épargne, comment devenir riche, placer votre argent, etc. Donc écoutez, j'en ai retenu 3. Le plus ambitieux, c'est sans doute celui de Raphaël Daset, qui s'appelle « Le million pour tous ».
4 étapes pour devenir indépendant financièrement sans gagner au loto ni créer de start-up. C'est aux éditions Un Monde Différent. Le plus pratique, c'est sans doute celui qui s'appelle Mon budget sur pilote automatique. Gérer son argent sans prise de tête par la créatrice de Mon budget bento, qui est Maeva Derby, et c'est aux éditions Alizio. Et puis le plus poétique, sans doute, l'anti-manuel de l'épargnant d'après les fables de Jean de La Fontaine. C'est par Jean-Denis Erard et c'est aux éditions Henrik B. Où voilà toutes les leçons qu'on peut tirer des fables de La Fontaine pour bien placer son argent. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.